Tendance première. 10h, 11h30. La première, Presence. Yeah, High Score, l'âge d'or du gaming. Ah, moi j'allais vous présenter, pas le sujet qui va nous intéresser. Tout à fait. Dont on entend le générique High Score. C'est assez cool, hein, ça fait partie de cette mouvance synthwave, vaporwave au niveau musical, un revival de ces sons qu'on a tous aimés, hein, côté Madeleine de Proust. Et effectivement, High Score, l'âge d'or du gaming, au-delà d'être simplement un titre qu'on le voit souvent dans les classements de jeux vidéo pour savoir qui a fait le plus haut score, c'est un documentaire découpé en 6 chapitres, en tout cas pour l'instant dans cet âge du gaming, qui vous explique un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Alors vous allez me dire, ok, l'histoire du jeu vidéo, c'est vu, revu, entendu, effectivement il y a tellement de documentaires, mais là ce qui est intéressant dans ce documentaire, on va en parler ensemble, c'est qu'il révèle des tas de choses qui dépassent le milieu du jeu vidéo et que je trouve très très intéressantes et qui peuvent parler à tout le monde. La première peut-être anecdote, rapidement, vous savez, est-ce qu'on parle de cool attitude dans les GAFA, vous savez, cette légende urbaine comme quoi, vous en avez sûrement parlé, dans les bureaux de Facebook, de Google, d'Amazon, on peut venir en short, manger du guacamole. Ah oui. À 11h, faire du yoga tout en envoyant un mail sur sa tête. Eh bien, en fait, on a l'impression que c'est nouveau, mais Atari, déjà dans les années 70, vous pouvez googler sur Internet, effectivement, des photos des bureaux d'Atari dans les années 70, et vous verrez les gens venir habiller un petit peu comme ils veulent, avec des shorts à fleurs, avec des masques. En fait, pour attirer des ingénieurs à l'époque, parce que le jeu vidéo était quand même un petit peu quelque chose de nébuleux, on est allé chercher des ingénieurs en leur disant, écoute, si tu viens travailler chez nous à Atari, tu pourras venir quand tu veux. Par exemple, tu peux venir de midi à minuit, plutôt que de venir à 7h du mat en costard-cravate. Si tu viens chez nous, tu peux venir habillé comme tu veux. Tu peux venir déguisé en Dark Vador, si tu veux. Et donc, du coup, forcément, certains ingénieurs ont été flattés et ont trouvé ça cool. C'était quelque chose de nouveau dans le milieu de l'entreprise. On était loin du costard-cravate et donc, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est déjà une première chose à savoir. Ce n'est pas les GAFA qui ont lancé ce côté un peu cool dans les entreprises. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait une espèce de topographie un petit peu de ce milieu-là. On parle souvent de ce jeu, vous savez, Space Invaders, créé par Tomohiro Nishikado. Et en fait, il a lancé ce jeu en se disant, oui, ça va être peut-être un truc anecdotique. Vous savez, au Japon, à l'époque, il y avait énormément de succès, en tout cas dans cette espèce de bar jeux vidéo, où les gens allaient mettre des pièces pour jouer dans des salles d'arcade. Et en fait, il s'est rendu compte du succès, on le voit d'ailleurs dans ce documentaire, de son jeu vidéo, lorsqu'il allait dans le siège de son entreprise et qu'il voyait des camions revenir de ces salles d'arcade remplis de sacs de pièces, parce que les gens avaient joué à son jeu. Les sacs étaient tellement chargés que les camions penchaient vers l'arrière. Et du coup, ils avaient du mal à avancer. Et donc, il a regardé ça, il s'est dit, mais en fait, moi aussi, j'aimerais bien être riche. C'est pas que la société qui va le devenir. Et donc, au-delà du fait que ce jeu vidéo est mythique, connu internationalement, vous savez, c'est lui qui a imaginé les designs qu'on connaît actuellement, faits par des street artistes. Vous savez, ces Space Invaders qu'on voit à Paris, Bruxelles, Londres, etc. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Space Invaders, en dessous de l'écran, on avait un petit vaisseau spatial qui voyageait de droite à gauche. Tout et puis, on avait qui descendait progressivement des monstres. Dont un poulpe, des crabes, enfin des trucs un peu... Et avec le son, et alors ça, je pense que c'est même eux qui l'ont inventé, ce son stressant. Plus ça descendait, plus c'était... Ça allait vite. Le principe était très simple. Il fallait que les parties ne durent pas trop longtemps pour qu'on puisse remettre des pièces. C'est un argument marketing. Donc il fallait être stressé et ne pas gérer son stress. Et du coup, il fallait pas que les gens jouent trop, parce que s'ils jouent trop, ils deviennent experts. C'était super intelligent comme démarche. Ah, ça c'est très intéressant et on en parlera peut-être une prochaine fois de tous ces étudiants aussi qui ont hacké le système, etc. C'est passionnant, il y a moyen d'en faire des histoires incroyables. Une autre histoire incroyable, c'est John Kirby. Alors le nom vous dit peut-être rien. Les jeunes générations connaissent sûrement Kirby, une espèce de petit fantôme qu'on voit d'ailleurs dans les nouvelles consoles actuelles. En fait, c'est un avocat mythique de Nintendo. John Kirby à la base, qui est décédé en 2019. Il y a même un épisode qui lui est consacré, en tout cas lui rendant hommage. En fait, Nintendo avait reçu un procès à l'époque parce qu'ils avaient lancé ce jeu, vous savez, Donkey Kong, on en a parlé quelques fois, ce gros singe qui monte une échelle. Et les studios, en fait, Universal, ont voulu mettre un procès à Nintendo parce qu'ils avaient estimé qu'ils avaient récupéré le personnage de King Kong. L'avocat avait réussi à démonter tout l'argumentaire en disant qu'il ne grimpait pas un building, mais qu'il grimpait des échelles dans le jeu vidéo, et en expliquant que la démarche
démarche était une démarche innovante et récente. Et surtout, en allant au Japon, ils se sont aperçus que le nom King Kong était devenu un nom générique. Il y avait des boissons qui s'appelaient King Kong, il y avait des habits qui s'appelaient King Kong. C'était devenu comme une espèce de nom générique. Et donc Donkey Kong, grâce à cet avocat qui a extrêmement bien fait son travail en épluchant les arrêtés de loi, a sauvé Nintendo. Et donc on n'aurait jamais connu Nintendo tel qu'il est de nos jours. Nintendo, pour lui rendre hommage, a créé un personnage du nom de Kirby pour lui dire merci. Ah. La petite anecdote, c'est qu'il n'a pas demandé l'autorisation pour créer le personnage. Donc il pourrait aussi... Il pourrait attaquer... Non, mais il ne le fera pas. Enfin, il ne l'a pas fait à l'époque. Paix à son âme. John Kirby. Alors... parlons de femmes aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du milieu du jeu vidéo comme un milieu très masculin, qui a tendance à l'être de moins en moins. Mais déjà, dès l'origine, il y avait des femmes en tout cas, très impliquées dans le milieu. Notamment, il y a un couple qui est très intéressant, une dame qui s'appelle Roberta Williams, qui aimait beaucoup tout ce qui était storytelling. Vous vous souvenez, on en avait parlé de ces jeux textes. Donc en fait, de jeux de rôle Donjons et Dragons ont émergé des jeux sur ordinateur où il y avait un texte vous racontant une aventure et vous deviez écrire sur votre clavier avec une espèce d'ancêtre d'intelligence artificielle ce que vous faisiez, ouvrir la porte, la fermer, etc. Sauf que Roberta, en fait, elle a une idée intéressante. Son mari étant programmeur informatique, elle l'a invité un soir au restaurant, c'est une histoire vraie, pour lui pitcher son idée. Donc en fait, l'idée, ce serait très simple, un jeu texte comme les autres, sauf qu'on y intégrerait en fait des images, en tout cas des graphiques, pour pouvoir donner une aventure un peu plus immersive que simplement du texte. Ouais. Il a trouvé l'idée géniale, ils ont créé à deux ce premier jeu vidéo, texte, avec des graphiques, et ça a donné l'une des sociétés de jeux vidéo les plus connues de l'époque, qui s'est fait racheter entre-temps par des sociétés de jeux de rôle comme Blizzard, ce qui était Sierra Online. Et donc, Roberta Williams a créé littéralement le principe même du jeu de rôle, comme on peut le voir actuellement. Il n'aurait jamais existé grâce à cette fameuse Roberta, qui était une storytelleuse incroyable et qui aimait faire vivre des aventures aux gens et à elle-même. Et voilà, regardez des jeux comme League of Legends, comme World of Warcraft, comme tout ce qu'on peut appeler les RPG, n'aurait jamais vu le jour sans Roberta. Donc merci Roberta. Et ce pitch qu'elle a fait dans un restaurant où elle criait tellement fort que ça gênait les clients. C'est une histoire vraie. Il faut être motivé. Il faut être motivé, effectivement, il faut montrer sa motivation. Autre anecdote. Oui, alors ça, c'est très très intéressant. Donc vous saviez on en a parlé aussi, il y avait une guerre Nintendo contre Sega. Oui. Donc, Sega est arrivé un petit peu plus tard sur le marché. Sega faisait aussi des bandes d'arcade, qui n'étaient pas des consoles de salon. Ils ont décidé d'aller dans les salons parce qu'ils ont vu l'argument marketing, forcément. Et ils avaient cinq argument marketing. En fait, ils ont nommé l'ancien président de chez Barbie, donc qui dirigeait Mattel et ce genre de choses, pour le nommer président de Sega of America. Ouais. Et il arrivait avec 5 idées. Diminuer les prix, jusqu'ici, c'est normal pour qu'on puisse vous acheter. Si vous êtes moins cher, on vous achète. 2, essayer de battre Mario en créant Sonic. On en avait parlé, vous vous souvenez, ce personnage. 3, un peu plus de sport. J'y reviendrai tout à l'heure, dans les jeux vidéo. 4, il faut que ce soit cool pour les ados. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et 5, se foutre de la gueule de Nintendo, pour parler un peu vulgairement. Mais je vais revenir sur le 4e, être cool pour les ados. En fait, à l'époque, il y avait des tournois, on invitait des enfants pour venir jouer, pour savoir qui était le champion national ou international de Nintendo. Sauf que Sega, eux, ils ont voulu prendre non pas des enfants, mais des adolescents et les faire jouer à Alcatraz. Et donc, le gagnant devenait le champion international de Sega et il aurait joué le tournoi dans Alcatraz. Vous savez, quand on est adolescent, on aime bien ce truc un peu transgressif. Vous savez, il a joué dans une prison, il est cool. Et donc, ça faisait partie de cette stratégie qui a fait en sorte que les adolescents se sont intéressés aux jeux vidéo à partir de ce moment-là. Donc, extraordinaire. Est-ce qu'on peut terminer peut-être encore par une anecdote très intéressante ? Non, on n'a plus le temps. Je vous le raconterai la prochaine fois. Monsieur Gordon Bellamy, vous retiendrez son nom. Gordon Bellamy. Gordon Bellamy, qui a beaucoup fait pour la communauté afro-américaine grâce aux jeux vidéo. Je le note. Merci beaucoup, Kamal. Merci à vous. On se retrouve très vite. Merci aux auditeurs qui ont réagi. Alors, il y en a beaucoup qui me proposent Bonanza. C'est ce que je pensais pour le générique. Ça me dit rien, en tout cas. Il paraît que c'est pas tout à fait ça. Enfin, Bonanza, je vois, mais... On va vérifier parce que sinon, je passe pas un bon week-end. Et ça, c'est pas bien. Fact-check. Peter Harper pour se quitter. Vous souhaitez un bon week-end, justement. On se retrouve lundi. Born with you.